Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. Les auteurs. Frédéric Andriamaro, @fredo@hotmail.com, est sociodémographe, enseignante-chercheuse, maître de conférences à l'université d'Antananarivo et doyenne de la faculté des sciences sociales à l'Université catholique de Madagascar, UCM. Elle est ancienne boursière de l'IRD, diplômée de l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Son domaine de recherche principal est la sociodémographie de la famille et les questions autour de l'enfance. Elle travaille beaucoup aussi sur la scolarisation des filles en milieu rural malgache, les enjeux de la scolarisation au secondaire, l'analyse des métadonnées sur les enfants hors l'école. Elle collabore avec plusieurs chercheurs du LPEDIRD, Laboratoire Population Environnement Développement, à Aix-Marseille Université. Issouf Binaté, binatesouf1981@yahoo.fr, s'intéresse à l'enseignement arabo-islamique, au renouveau de l'islam soufi et à l'humanitaire islamique en Côte d'Ivoire, incluant la présence turque en Afrique de l'Ouest. En poste au département d'histoire à l'université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, il a bénéficié de séjours de travail au African Studies Centre à l'Éden, Pays-Bas, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, France, au Department of African Studies and Anthropology de l'Université de Birmingham, Angleterre, au Leibniz Zentrum Moderner Orient à Berlin, Allemagne, et à l'Institut français des études anatoliennes à Istanbul, Turquie, entre 2013 et 2019. Actuellement, il est chercheur postdoctoral au Department of Religion and Center for African Studies à University of Florida, USA, et fellow au Pilot African Postgraduate Academy coordonné par Point Sud, Mali et l'Université Goethe de Francfort, Allemagne. Jean-Émile Charlier, jean-émile.charlier@uclouvain.be, est professeur ordinaire émérite de sociologie de l'Université catholique de Louvain. Ses recherches et publications portent surtout sur l'enseignement religieux au Sénégal, le processus de Bologne et le transfert du modèle LMD en Afrique francophone. Il est co-responsable de la chaire UNESCO en sciences de l'éducation, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, CUS. Sarah Crochet, sarah.croche@u-picardie.fr, est professeure des universités en sciences de l'éducation à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens, France, rattachée au CAREF, Centre amiénois de recherche en éducation et formation. Elle développe une approche sociopolitique des questions d'éducation. Ses recherches concernent les politiques d'enseignement supérieur, d'éducation au développement durable, les rapports sciences et religion dans l'enseignement en Afrique. Jean-Alain Goudiaby, ja.goudiaby@univ-zig.sn, est sociologue de l'éducation et de la formation. Enseignant-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, ses travaux portent sur les politiques éducatives et universitaires au Sénégal. Ses activités s'inscrivent dans une réflexion globale sur la dynamique de construction des systèmes dans un contexte de fortes contraintes. Il est le responsable scientifique de l'Institut Éducation, Famille, Santé et Genre et membre de plusieurs réseaux de recherche sur l'éducation. Boubacar Edara, boubacar.edara@u-bordeaux-montaigne.fr, est chargé de cours à l'université de Ségou au Mali et chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde, l'âme de Sciences Po Bordeaux en France. Il est docteur en géographie politique de l'Université Bordeaux-Montaigne et du laboratoire LAM. Ses recherches actuelles portent sur les liens entre acteurs islamiques et politiques et sur les crises sociopolitiques maliennes. Fatoumata Hané, fhan@univ-zig.sn, est socio-anthropologue. Enseignante-chercheuse à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, elle est également coordonnatrice du Master de Sociologie politique publique, culture et développement et de l'Institut Éducation Famille, Genre et Santé. Ses principales thématiques de recherche portent sur les systèmes et les politiques de santé en Afrique de l'Ouest, sur le vieillissement et sur les problématiques de genre notamment dans l'enseignement supérieur. Amina Illou, ami-bailou@yahoo.fr, termine une thèse de doctorat en sciences de l'éducation, en CO-direction entre l'UAM Niamey au Niger et l'UC Louvain en Belgique. Elle est membre du laboratoire d'études et de recherche en philosophie, culture, communication et société, LERPHICCS,
à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Ses recherches portent sur les difficultés de la mise en œuvre du LMD dans les universités publiques du Niger. Marie-France Lange, lange.marie-france@wanadoo.fr, est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et membre de l'unité mixte de recherche Centre Population et Développement (CEPED) de l'Université de Paris et de l'IRD. Elle travaille depuis presque 40 ans sur les systèmes éducatifs des pays du Sud, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne. Ses recherches portent sur les stratégies familiales et les politiques publiques d'éducation, la scolarisation des filles, l'éducation et la mondialisation, la privatisation de l'éducation, etc. Elle a publié ou copublié 16 ouvrages ou numéros de revues sur ces thèmes. Didier PIDIKAMUKAWA, didier.pidika@uniquin.ac.cd, est docteur en sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Louvain, Belgique. Il est professeur à la faculté des sciences sociales administratives et politiques à l'Université de Kinshasa, République démocratique du Congo. Il est également chercheur invité au laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, LIR, à l'Université de Montréal, Canada. Le processus de publication scientifique dans le contexte congolais est l'un des projets sur lequel il travaille présentement. JERDERUGENGANDE, girouguinganduit@gmail.com, est docteur en psychologie et sciences de l'éducation de l'Université catholique de Louvain. Il a enseigné dans différentes universités au Rwanda, où il a occupé des positions académiques. Il a été doyen de faculté, directeur de la recherche et de la qualité académique, vice-recteur académique et recteur. Actuellement, il dirige un centre de recherche dont il est le cofondateur du Center for Research and Educational Support, centre de recherche et d'appui à l'éducation. Zakaria sorfis@gmail.com, est docteur en sociologie et enseignant-chercheur au département de sociologie de l'Université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Il enseigne la sociologie de l'éducation, l'analyse des modèles d'éducation et de formation, les réformes éducatives. Ses recherches portent sur la qualité de l'éducation en situation d'insécurité. Ancien chercheur postdoctorant à l'Université catholique de Louvain-FUCAM-Mons, il est actuellement chercheur associé à la chaire de recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Université du Québec à Montréal, Canada, et fellow au Pilot African Postgraduate Academy coordonné par Point Sud, Mali et l'Université Goethe de Francfort, Allemagne. Mour Talatal, mortalia.tal2@education.sn, est professeur d'anglais au lycée Galandou Diouf de Dakar. Il est par ailleurs titulaire d'un master en sciences de l'éducation de l'Institut des sciences de l'éducation, chaire UNESCO de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Il poursuit une recherche doctorale en éducation et formation sur la persistance des violences éducatives au Sénégal et en Afrique. Véronique TUMUSABYIMANA, véronique.tumusabiimana@gmail.com, est docteur en psychologie et sciences de l'éducation de l'Université catholique de Louvain. Elle a été enseignante dans des universités privées au Rwanda, où elle a occupé différents postes académiques. Actuellement, elle est responsable du département d'éducation et de recherche dans une organisation non gouvernementale de droit rwandais. Introduction générale. Jean-Émile Charlier. Irrétroact. La réalisation de la recherche collective dont ce livre présente quelques résultats a été rendue possible par le soutien matériel du projet de recherche Resistance to International Prescription and Injunctions in Africa and the Middle East Today financé par l'UC Louvain. Dès la première version qui en a été présentée en 2014, ce projet a soutenu une position critique par rapport à la modernité occidentale, Peymans 2002, dont il rappelait que l'ambition hégémonique avait fait l'objet de multiples dénonciations, confèrent par exemple Boa et McNeil 2004. La modernité occidentale n'était pas conceptualisée précisément dans ce projet, elle était implicitement assimilée à la préférence systématique pour la rationalité instrumentale, et pour la saisie prioritairement technique de toutes les situations,
toutes deux légitimées par le postulat selon lequel la science a l'apanage de la production de la vérité, ce qui lui donne l'autorité de disqualifier toutes les autres formes de discours. Le projet évoquait l'échec de politiques pétries de cette modernité occidentale, menée dans les régions du monde bénéficiaires de moyens libérés dans le cadre de l'aide au développement par les pays nantis, directement ou par le canal des organisations internationales. Il relevait que ces échecs ne fragilisaient pas la rationalité occidentale, ou ne conduisaient pas nécessairement à la remettre en question. Pour la foule de ces turiféraires, la perfection des principes sur laquelle elle repose ne pouvait qu'entraîner son adoption progressive par la totalité de l'humanité, ce qui conduirait inéluctablement à l'avènement du monde le plus juste et le plus efficace qui puisse s'imaginer. En ce sens, les tentatives d'imposer au reste du monde les logiques constitutives de cette modernité occidentale étaient soupçonnées de prolonger les visions du développement les plus éculées, qui considèrent qu'il est possible et souhaitable d'en définir l'aboutissement, nécessairement déduit de l'observation des sociétés techniquement les plus avancées, pour dessiner la trajectoire restante à parcourir par chacune des autres. Le projet se proposait de conduire un travail empirique dans diverses régions du monde, afin de récolter une information de première main sur les manières dont des populations ou des responsables intermédiaires parviennent à faire capoter des politiques a priori conçues pour leur apporter du bien-être, de manière directe ou non. L'hypothèse centrale était que les comportements entravant la réussite de ces politiques, ou au moins une part significative d'entre eux, pouvaient être interprétés comme des expressions de résistance à l'imposition d'une rationalité occidentale lestée de catégories descriptives et analytiques abusivement décrites comme universelles. L'enjeu était de saisir la dynamique de ces résistances et de prendre la mesure de la robustesse des arguments qui peuvent les accompagner, pour repérer leurs points de convergence et de divergence, et vérifier si elles peuvent préfigurer un modèle alternatif d'organisation des sociétés. Parmi les politiques à analyser, il y avait celle de la scolarisation primaire et de la protection de l'enfance. Le terrain choisi pour les étudier était le Sénégal. Le chantier que ce projet permettait d'ouvrir prolongeait un certain nombre de travaux que l'auteur de cette introduction ou des membres de son équipe avaient menés de longue date sur les tensions entre l'enseignement officiel et l'enseignement coranique au Sénégal, confère entre autres Charlier 2002, 2004, 2006, D'Angelo 2013. Il devait permettre d'approfondir l'analyse des relations entre ces deux formes d'enseignement qui cohabitent au Sénégal, depuis que la France y a installé les premières écoles modernes au XIXe siècle. Parmi les produits du travail réalisé, on peut citer la publication de l'ouvrage d'O.M. Panet 2021, Dahara et Talibé. Construction d'un problème public après le XIXe siècle, la mendicité des talibés et celui de J. Charlier, O.M. Panet et H.N. Salle, 2021, Contribution, Adhésion et résistance sénégalaise au modèle mondial d'éducation, le numéro 39 d'Éducation et Société coordonné par O.M. Panet et A. Teodoro 2017, vers l'analyse des résistances aux normes éducatives issues de la globalisation et plusieurs articles ou parties d'ouvrages, parmi lesquels 2 siècles de tensions à propos de la mendicité des talibés des écoles coraniques au Sénégal. Charlier et Panet 2019, Resistance to Global Educational Prescription in the Global South. Theoretical Considerations through Michel Foucault's Lenses, Charlier et Panet 2018, Les obstacles au compromis entre le Dahara et l'école moderne au Sénégal, Charlier et Panet 2017, Fragmentation de l'offre éducative et projet de réforme de l'enseignement religieux au Sénégal, Charlier, Crochet et Sperluette Panet 2016. Après sa rédaction et son dépôt, le projet a vécu sa vie de projet, dont les premières étapes sont nécessairement faites de présentation à des instances diverses, de discussions entre promoteurs, d'ajustements et de reformulations partielles. Dès lors qu'il a surmonté de façon satisfaisante toutes les épreuves de son parcours institutionnel, il a pu démarrer dans les tout derniers mois de 2016. Les 3 équipes impliquées ont effectué différentes missions sur le terrain, et ont entamé le travail d'analyse qui avait été annoncé. Comme c'est le cas dans tous les projets d'envergure, il a fallu un peu de temps pour atteindre un rythme satisfaisant de fonctionnement. La production de résultats prévoyait qu'il serait livré progressivement, mais que la dernière année du projet serait celle où aurait lieu le plus de déplacements, pour permettre de croiser les analyses d'une région et d'un secteur à l'autre.
Début 2020, l'arrivée de la Covid-19 a contraint à revoir les ambitions et à ajuster les agendas dans une incertitude qui s'est prolongée pendant plus de 18 mois, et qui n'était pas encore totalement dissipée à la fin de l'année 2021. Les chercheurs européens n'étaient pas aisément autorisés à effectuer des missions en Afrique ou au Moyen-Orient. Leurs homologues du Sud rencontraient encore plus de difficultés que de coutume à entrer en Europe. Dès son déclenchement, la pandémie Covid-19 a eu deux effets importants sur le projet de recherche. Pour tenter de contrôler la pandémie, les pays ont fermé leurs frontières, les déplacements internationaux sont devenus très difficiles, ils ont carrément été interdits entre des aéroports situés sur des continents différents. Il en a résulté que toutes les missions prévues en 2020 et 2021 par le projet ont dû être différées. La plupart d'entre elles ont finalement été annulées. Nul n'était en mesure de prédire, dans les premiers mois de 2020, combien de temps allait durer ce qui a d'abord été considéré comme un blocage temporaire. Le design du projet de recherche a été profondément affecté par la situation, et il est apparu au bout de quelques mois qu'il ne pourrait être restauré même au prix de profonds aménagements. Anne Soms, une des collègues avec qui le pilotage du projet était partagé, a alors suggéré d'ajouter dans l'urgence un quatrième volet à la recherche collective et de l'orienter vers l'analyse des réactions à la Covid-19 des sociétés sous analyse. Après beaucoup d'hésitations et de tergiversations, l'honnêteté impose de reconnaître qu'elles émanaient surtout de moi. Sa proposition a été acceptée. Son idée avait la force de la simplicité. Puisque nous ne pouvions plus nous rendre sur les terrains pour récolter des données, nous allions déléguer cette tâche à des partenaires présents sur ces terrains. Les méthodes de récolte de données ont ainsi été ajustées aux contraintes imposées par la situation sanitaire. Les détails de l'élaboration et de la réalisation de ce projet annexe sont détaillés dans la première section qui suit. La négation des risques liés à la Covid-19, la mise en cause des mesures de prévention préconisées par les organisations internationales par une partie des populations, des dirigeants politiques et des scientifiques du monde occidental ont montré que l'adhésion à la rationalité occidentale n'y était pas du tout unanime. Les résistances aux prescriptions qu'elle inspire se sont manifestées d'abord dans les pays reconnus pour leur excellent développement scientifique et technologique, dont les États-Unis, l'Allemagne et la France. Le constat de cette évidence a amené à repenser les catégories dans lesquelles le projet avait initialement classé les résistances. Si l'hypothèse demeure selon laquelle elles sont suscitées par l'intrusion d'une prescription issue d'une extériorité, celle-ci n'est plus délimitée par des latitudes, mais semble suivre les frontières internes tracées au sein de chaque société. Le projet faisait de la résistance une attitude tropicale. L'année 2020 a montré de façon éclatante qu'elle est universelle. La crise sanitaire a dévoilé d'autres crises, au moins dans les registres épistémologiques et politiques. De façon plus anecdotique, les mesures sanitaires adoptées pour ralentir la propagation du coronavirus ont distendu les liens à l'intérieur des équipes et entre les équipes de recherche, dont chaque membre s'est retrouvé isolé et contraint par la force des choses de gérer les exigences du quotidien. Les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets. Le phénomène a été abondamment observé et commenté dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du transport routier. La suspension du rythme social de l'activité professionnelle incite chacun à se questionner sur l'adéquation entre les exigences qu'elle impose et les aspirations personnelles de celui qui y est soumis. C'est dans les interstices élargis de l'activité professionnelle que des projets individuels ont pu naître et trouver plus qu'une esquisse de concrétisation au cours de cette longue période de confinement. De où en est la rationalité occidentale ? La pandémie a moins fragilisé l'adhésion des populations occidentales à la rationalité supposée présider à l'organisation de leur société, qu'elle en a révélé la fragilité. Pour soutenir cette hypothèse, il est nécessaire d'identifier les composantes de cette rationalité, ce qui ne s'avère pas une tâche aisée tant elles sont imbriquées dans une cohérence à ce point familière qu'elle paraît aller de soi. Dans la foulée de Weber, 2002-1919, 2017-1905, on peut avancer que la rationalité occidentale repose moins sur la connaissance générale des conditions dans lesquelles nous vivons que sur la conviction selon laquelle s'ils en ont la volonté,
Les humains sont capables de maîtriser les choses par la prévision et l'anticipation, Mazur 2004. La rationalisation dont il est ici question implique un rapport technique et volontariste au monde, qui permet de prendre la mesure des phénomènes qu'il s'agit de comprendre afin de les contrôler. Dans le processus de rationalisation, ce rapport technique s'impose sans partage et il prend le dessus sur les lectures religieuses ou magiques de la réalité, ce qui produit ce désenchantement du monde, définitivement associé à l'œuvre de Weber. Cela étant, le projet d'optimiser l'efficience ne peut se confondre avec la rationalisation, qui connaît différentes formes, déterminées par des systèmes de valeurs qui sont fondamentalement antagoniques. La rationalisation juridique et économique, impulsée par le capitalisme, suppose d'ajuster les moyens à l'atteinte des objectifs poursuivis. Dans les sociétés contemporaines, elle a pu donner l'illusion d'avoir la capacité de réduire, voire d'absorber les diverses rationalisations décrites par Weber. L'action rationnelle en finalité se caractérise en effet par une projection dans le futur, qui impose d'en évaluer les conséquences, alors que les rationalités axées sur l'affectivité ou la tradition sont davantage tournées vers le passé. Reynaud 1988. L'Occident habité par le mythe du progrès et de la croissance infinie, s'est trouvé profondément en phase avec l'action rationnelle en finalité. Il l'a valorisée, et n'a eu de cesse d'affirmer sa vocation à disqualifier les rationalisations autres qu'instrumentales, à les envisager comme des archaïsmes appelés à être délaissés parce qu'ils privilégiaient une saisie symbolique de la réalité quand il était attendu qu'elle soit matérielle et mesurable. Ce faisant, il s'est écarté des analyses de Weber, qui a mis l'accent sur la pluralité des rationalités sans postuler l'inévitable victoire de l'une sur les autres. Le produit des évolutions dont la description vient d'être esquissée est un modèle de société qui a pu être considéré comme un aboutissement indépassable. Les relations entre les hommes ou entre les organisations et les entreprises y sont orchestrées par la recherche de l'utilité maximale, censée conduire à la découverte et à l'adoption des solutions les plus efficientes. Le capitalisme marchand va de pair avec la démocratie participative, qui doit elle aussi mener aux solutions les plus efficientes puisqu'elle permet d'expérimenter divers modes de gouvernance pour en tester les avantages et inconvénients. Capitalisme marchand et démocratie participative partagent la même confiance dans les capacités de l'expertise technique et scientifique à faire progresser la connaissance dans les voies les plus souhaitables. Le maintien des équilibres suppose quelques rituels, parmi lesquels le respect accordé aux scientifiques, dont il est attendu qu'ils ne s'opposent qu'à fleurets mouchetés sur les scènes publiques, l'acceptation des résultats des élections et les congratulations réciproques de ceux qui les ont remportés et perdus. Avec Fatoumata Haneh, nous avons développé une réflexion plus fouillée et plus précise que celle présentée dans ces pages, en nous appuyant sur une analyse de l'évolution du curriculum caché de les écoles, en prenant ce terme dans son sens le plus extensif et en considérant le système scolaire formel comme une des instances centrales de la préservation et de la diffusion de la rationalité occidentale, Charlier et Haneh 2021. Nous y avons notamment soulevé les épineuses questions de la décolonisation des sciences et de la prise en compte des savoirs autochtones. En nous fondant sur les grandes déclarations des organisations internationales, essentiellement les Nations Unies et l'UNESCO, nous avons pris acte du fait que la vision étroitement cartésienne de l'épistémologie occidentale est remise en cause de toutes parts, tant par des chercheuses et chercheurs du Sud que par une proportion de plus en plus significative de leurs homologues du Nord, au point que son rejet est devenu le socle d'une position visant l'hégémonie dans les sciences sociales. Charlier et Haneh 2021 sur 292. La conséquence pour l'enseignement a été profonde. L'objectif d'enrôlement, qui supposait de soumettre les apprenants à des bombardements de messages convergents pour leur faire intégrer des normes et des valeurs, a cédé la place à celui d'inclusion, qui vise à assurer une certaine cohésion sociale, à faciliter les mobilités individuelles et collectives, à faire participer tous les citoyens aux jeux sociaux. Idée 296. Relever les différentes facettes de la rationalité occidentale revient à en mettre les contradictions en lumière. Sa trajectoire historique l'a fait partir au XIXe siècle d'un socle de vérités incontestables qui inclut les manières acceptables dont elles peuvent tout de même être discutées à la promotion au XXIe siècle,
de multiples outils de gouvernance qui ont pour finalité d'intégrer dans un même ensemble aux contours évolutifs non seulement les vérités de l'heure, mais encore l'essentiel des régimes de véridiction, pour peu qu'ils ne débouchent pas sur l'apologie de la violence et l'appel à la destruction du mode de vivre ensemble basé sur L'. Acceptation des différences. Le noyau qui résistait à l'usure du temps et aux assauts des contestataires, préserver les certitudes sur le primat du savoir scientifique sur les autres modes d'appréhension de la réalité et de la démocratie sur tous les autres modes de conduite des sociétés. Les réactions tant à la pandémie qu'aux experts et aux politiques ont fissuré ce modèle. L'ensemble a été ébranlé, chacune de ses composantes a été remise en question, même les certitudes au centre de son noyau ont fait l'objet de remises en cause inédites par leur virulence et leur exposition publique. 3. L'ouvrage. La quinzaine de contributions qui composent cet ouvrage sont organisées en 3 parties, encadrées par une introduction et une conclusion. La première partie traite des politiques et des organisations internationales. Elle s'ouvre sur le chapitre que Sarah Croce consacre aux communications publiques et aux actions qu'ont eues les organisations internationales par rapport à l'enseignement des pays du Sud pendant le premier choc de la pandémie. Sarah Croce y constate que les circonstances exceptionnelles n'ont pas fait varier les arguments de ces organisations internationales, qui ont été impuissantes à proposer des solutions efficaces pour préserver l'enseignement dans les pays africains. Marie-France Lange soutient que le désarroi et l'inefficacité ont été aussi profonds dans les pays africains qu'en France. Exemple à l'appui, elle montre que les pays africains ont été plus prompts que l'Europe à adopter les mesures sanitaires que la situation exigeait. Elle souligne que dans tous les pays, les réponses à cette crise sanitaire majeure ont d'abord été de nature politique, avec toutes les conséquences qui en découlent. Elle relève que les enseignants et les parents se sont souvent retrouvés très seuls pour trouver des solutions pratiques aux problèmes qu'ils ont rencontrés. La deuxième partie rassemble 5 chapitres, qui portent essentiellement sur l'enseignement supérieur africain et les réactions des étudiants et professeurs aux mesures sanitaires. L'accent est ici mis sur les institutions et leurs agents, non sur leurs usagers. Mour Talatal fait le constat d'une désinvolture des lycéens et collégiens sénégalais par rapport aux mesures sanitaires. Cela le conduit à s'interroger sur les raisons de cette désinvolture. En prenant appui sur la sociologie compréhensive de Weber et du modèle de l'observance thérapeutique de Sabaté, il met en lumière que les comportements des élèves, parfaitement informés des mesures préconisées par les autorités, ne sont pas dictés par la rationalité instrumentale. Zakaria Sor va dans le même sens après avoir investigué quant à lui, auprès d'étudiants universitaires burkinabés. Il met en lumière la distance entre les diagnostics des experts et les expériences quotidiennes des étudiants, qui les amènent à accorder plus de confiance aux sensibles qu'aux scientifiques. Son travail de terrain montre que les étudiants ne croient ni à l'existence de la Covid-19, ni a fortiori à sa dangerosité, ce qui les conduit à négliger les mesures sanitaires, dont le respect est raillé de façon acerbe dans les groupes des pairs. Cette exposition à la lumière des convictions subjectives des acteurs est aussi traitée par Didier Pidika Mukawa, dont le terrain de recherche est l'université de Kinshasa. Sur les réseaux sociaux, ces professeurs dissertent de ces thèses complotistes qu'ils renforcent en leur accordant le même crédit qu'aux conclusions de travaux menés avec une rigueur scientifique contrôlée. Minée par des mots multiples, l'université de Kinshasa n'a pas pu s'ériger en rempart contre toutes les rumeurs les plus dangereuses à propos du coronavirus et a, de ce fait, contribué à leur propagation. Les universités sénégalaises peuvent-elles résister au virus et aux mesures prises pour le combattre ? Telle est la question que traite Fatoumata Hané. Dans la période actuelle de doute qui rappelle que la science fournit moins de certitudes que de questions, les balises que l'université peut proposer sont-elles crédibles ? La réponse qu'elle apporte n'est pas optimiste. Pour Fatoumata Hané, l'université a dû se conformer à de multiples nouvelles prescriptions sans avoir le temps de s'y préparer. Son mode de gouvernance reste archaïque et inadapté aux situations d'urgence. L'analyse de V. Tumusabihimana n'est guère plus positive. Son chapitre s'appuie sur une étude de terrain, effectuée dans les universités du Rwanda. Elle met notamment en lumière les difficultés éprouvées par les établissements privés d'enseignement supérieur, dont certains n'ont plus pu payer leurs enseignants, quand d'autres ont dû fermer.
On peut en déduire que l'introduction d'un principe de concurrence dans l'enseignement, qui a été considéré comme un moyen de le dynamiser et d'y réduire l'influence des syndicats, peut réduire la résilience du système. La troisième partie est plus résolument tournée vers les usagers. Il s'agit ici de décrire et d'analyser les manières dont les acteurs de base se sont appropriés les consignes qui leur ont été adressées. Boubacar Edara traite de l'impact de la fermeture des écoles sur les élèves au Mali. La situation n'a pas été identique dans les établissements publics et privés. Qui plus est, ces derniers doivent être répartis en 3 catégories en fonction des moyens qu'ils peuvent mobiliser en sollicitant les parents. Sans surprise, Boubacar Edara montre que les effets de la fermeture des établissements n'ont pas été comparables et ont été sensiblement plus préjudiciables aux enfants dans ceux qui ne disposent pas de beaucoup de ressources. C'est un constat très semblable que livre Frédéric Andry Amaro, dans le chapitre qu'elle consacre aux difficultés que connaissent les élèves et leurs familles à Madagascar. Elle met en exergue que les élèves ont subi des préjudices variables en fonction du type d'établissement dans lequel ils étaient inscrits. Les écoles publiques semblent avoir présenté l'accompagnement le moins structuré, cette fois encore notamment parce qu'elles n'ont pas bénéficié de l'indispensable soutien matériel d'urgence dont certaines écoles privées ont été dotées par des familles nanties. Jean-Alain Goudiaby explore plus avant les raisons qui font que toutes les familles sénégalaises ne tirent pas les mêmes bénéfices des dispositifs d'accompagnement qui ont été proposés à tous les élèves pendant le confinement. Les raisons en sont que l'accompagnement de la scolarité de l'enfant suppose une mobilisation collective de la famille, une organisation adéquate de l'espace de vie et l'engagement d'un parent dans un rôle d'enseignant, ce qui n'est pas à la portée de toutes les familles pour des raisons qui peuvent être économiques, sociales ou culturelles. Les difficultés rencontrées par les écoles privées, leurs élèves et leurs parents sont aussi au centre du propos de Gerd Rujingand. Il constate qu'au Rwanda, les cours transmis par la radio ou la télévision n'ont été proposés aux élèves que pendant un nombre hebdomadaire d'heures nettement inférieur à celui de l'école. Seuls les établissements à programme étranger ont pu organiser la scolarité selon le calendrier prévu. Des infrastructures d'enseignement à distance y étaient disponibles, les élèves savaient les utiliser et leurs parents les financer. Issouf Binait expose la manière dont les structures islamiques d'éducation se sont ajustées aux mesures sanitaires en Côte d'Ivoire. Forcées d'interrompre l'enseignement en présentiel, elles ont lancé des cours en ligne, sur un modèle proche de celui des écoles du système éducatif national. Dès qu'elles l'ont pu, elles ont aussi repris l'enseignement en présentiel plus massivement que les écoles publiques. Comme structure privée, elles montrent une très grande capacité d'adaptation aux circonstances et aux demandes des usagers. Amina Ilou présente la manière dont le protocole sanitaire imposé par les autorités a été approprié et interprété par les acteurs de terrain. Elle montre que les décisions émanant du centre ne pouvaient être exécutées que si les agents y mettaient non seulement de la bonne volonté, mais aussi de l'ingéniosité et des moyens personnels. Dans ces conditions, le respect de ces décisions a rapidement été abandonné, les normes officielles ont été négligées au profit de celles que dicte la religion. Au Niger, l'État semble ne pas être parvenu à se poser comme le protecteur de tous. Bibliographie. Bois M. Esperluet McNeill D.ed. Global Institution and Development, Framing the World, London Routledge. Charlier J.E. 2002, Le retour de Dieu. L'introduction de l'enseignement religieux dans l'école de la République laïque du Sénégal. Éducation et société, numéro 10, 95 à 111. Charlier J.E. 2004, Les écoles au Sénégal de l'enseignement officiel au Dahara, les modèles et leurs répliques. Cahier de la recherche sur l'éducation et les savoirs, numéro 3, 39 à 57. Charlier J.E. 2006, La voix de Dieu. Enseignement religieux et insertion socio-professionnelle au Sénégal. Les cahiers de l'association Tiers-Monde, CREQ, numéro 21, 77 à 84. Charlier J.E., Croche S. Esperluet, Panet OM 2016, Fragmentation de l'offre éducative et projet de réforme de l'enseignement religieux au Sénégal. Revue internationale d'éducation de Sèvres, numéro 76, page 125 à 134. Charlier J.E. Esperluet Panet OM 2017. Les obstacles au compromis entre le Dahara et l'école moderne au Sénégal,
Lien, volume 1, numéro 23, page 32 à 45. Charlier J.E., Esperluette Panet OM 2018. Resistance to Global Educational Prescription in the Global South. Theoretical Considerations through Michel Foucault's Lenses. British Journal of Sociology of Education 39 3, 348 à 364. Deoli, 10.08001 42 56 92 2017.1351865. Charlier J.E., Esperluette Panet OM 2019, 1816 à 2016. 2 siècles de tensions à propos de la mendicité des talibés des écoles coraniques au Sénégal. Éducation comparée numéro 21h29-54. Charlier J.E., Panet OM Esperluette Salle HN 2021 Contribution, adhésion et résistance sénégalaise au modèle mondial d'éducation, Louvain-la-Neuve, Academia. Charlier J.E., Esperluette ANEF 2021 Saisir les résistances sénégalaises au modèle mondial d'éducation, INJIE. Charlier OM. Panet et HN. Salle 2021 Contribution, adhésion et résistance sénégalaise au modèle mondial d'éducation, Louvain-la-Neuve, Academia, 283-320. D'Angelo S. 2013 Politique et marabout au Sénégal, 1854 à 2012, Louvain-la-Neuve, Academia. Mazuir F. 2004 Le processus de rationalisation chez Max Weber, Société numéro 86 sur 119-124. Panet OM, 2021, Dahara et Talibé. Construction d'un problème public après le XIXe siècle. La mendicité des talibés, Louvain-la-Neuve, Academia. Panet OM Esperluette Teodoro A. Dire. 2017, vers l'analyse des résistances aux normes éducatives issues de la globalisation. Éducation et société numéro 39. PEMANSJPH, 2002. Le développement des peuples face à la modernisation du monde, Louvain-la-Neuve Paris, Academia Bruylant. Reynaud P. 1988, Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, Paris PUF. Weber Monsieur 2002-1919, Le savant et le politique, Paris 10 à 18. Weber Monsieur 2017-1905, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris Champ. Chapitre 1, Position et stratégie des organisations internationales. Sarah Crochet. Résumé. Ce chapitre s'intéresse aux discours et actions des organisations internationales, OI, qui s'occupent d'éducation durant l'épidémie de Covid-19. Il traite d'abord du statut des OI et de leurs possibilités d'action dans le domaine de l'éducation. Il analyse ensuite les discours et le travail déployé par certaines OI, Banque mondiale, OCDE, UNESCO, UNICEF, OMS et IFCR, en montrant qu'elles ont misé sur les nouvelles technologies pour atténuer les problèmes amenés dans l'enseignement par l'épidémie, en diffusant un message à portée universelle selon lequel il fallait utiliser les TIS pour assurer la continuité éducative. Enfin, cet article soutient l'hypothèse selon laquelle les OI ont été incapables de structurer des réponses efficaces. Si les crises sont des moments propices pour imaginer de nouvelles stratégies, celle de la Covid-19 n'a pas été l'occasion pour les OI de développer des actions suffisantes pour lutter contre les effets négatifs de la pandémie à court et moyen terme. La mise en place d'un enseignement à distance a en effet été très insuffisante, elle s'est même révélée inefficace dans certains pays. Mots-clés. Organisations internationales, discours, apprentissage à distance, gestion de crise. Introduction. La Covid-19 a mobilisé de nombreuses organisations internationales et supranationales fondées par les États pour faciliter leur coopération autour d'enjeux mondiaux ou de crises majeures. Si une littérature scientifique ample est d'ores et déjà disponible sur le travail qu'ont effectué les organisations internationales OI, dans les domaines de la santé et de l'économie depuis le début de la crise de la Covid-19, Safon 2021, Safon et Suard 2020, à ce jour, peu de travaux portent sur les actions qu'elles ont développées par rapport à l'éducation. Seuls quelques écrits, Carvalho École. 2021, Woolf 2021 se sont intéressés à leur réalisation dans ce domaine. Carvalho École. 2021, ont montré que les Nations Unies et les autres organisations internationales, EA, UNESCO, UNICEF,
ont surtout joué un rôle important de collecteurs de fonds et qu'ils ont été des partenaires dans la mise en place des plans nationaux de réponse à la Covid-19. Wolf 2021 a pour sa part analysé comment les OI ont intensifié leur jeu pour prouver leur pertinence et conforter leur statut d'expert, tandis que nombre d'acteurs privés, opérateurs d'offres alternatives d'éducation, dont l'enseignement en ligne, services de préparation aux tests, accent aigu DU marketing, cours particuliers et autres services d'enseignement complémentaires, etc., se sont positionnés comme des partenaires incontournables de la réponse des urgences, ce qui a contribué à affaiblir le caractère public de l'éducation et à brouiller la distinction entre les responsabilités des États et des acteurs non étatiques. Ce chapitre se penche sur les discours et les actions des OI dans le domaine de l'éducation. Il se compose de 3 parties. La première présente l'histoire de l'action de chacune des OI qui s'occupent d'éducation, et dont il sera question dans ce chapitre. Elle revient sur le statut qui balise les actions que chacune peut avoir dans le cadre international, et rappelle que depuis 2000, la communauté internationale s'est engagée à soutenir les pays les plus pauvres à réaliser la scolarisation universelle de qualité. La seconde partie s'intéresse à la crise déclenchée par la Covid-19, et aux discours et actions des organisations internationales pour lutter contre les effets négatifs de la fermeture des écoles. Cette partie passe en revue les discours de la Banque mondiale, de l'OCDE, de l'UNESCO et l'UNICEF, de l'OMS et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'analyse proposée relève d'une approche sociopolitique des discours, de leurs orientations et de leurs justifications. Cette partie étudie aussi les initiatives prises par les OI pour soutenir les pays dans leurs efforts pour atténuer l'impact immédiat des fermetures d'écoles dans les communautés les plus vulnérables et défavorisées, et pour faciliter la continuité de l'éducation pour tous grâce à diverses formes d'apprentissage à distance. Elle porte une attention particulière aux actions, récoltes de fonds, webinaires ou formes alternatives d'enseignement par la radio ou la télévision, développées par certaines organisations, comme l'UNESCO et l'UNICEF, à destination des pays en développement. Elle s'intéresse enfin aux actions et aux discours de la Banque mondiale et de l'OCDE sur les effets de la Covid-19, sur la qualité des apprentissages et la formation du capital humain. La troisième partie défend la thèse selon laquelle les organisations internationales, que leur statut particulier destine à des actions à l'échelon le plus large, ont été incapables de structurer des réponses globales pour contrer la pandémie. L'essentiel des moyens pour lutter contre le virus a été dégagé des budgets nationaux. Les OI ont eu un discours d'expertise qui a alerté sur la Covid-19 et expliqué comment s'en prémunir, qui n'a pas empêché les théories du complot de prospérer et d'en fragiliser les fondements. L'ONU a par ailleurs été incapable de réguler les compétitions entre pays producteurs de vaccins, et d'imposer une réelle solidarité mondiale entre pays riches et pauvres dans les campagnes de vaccination. Enfin, les initiatives des OI qui ont visé à mettre en place un système d'enseignement à distance ont été insuffisantes, voire inefficaces. De histoire, statut et action des organisations internationales qui s'occupent d'éducation. La première organisation à vocation internationale dans le domaine de l'éducation est le BIE, Bureau international d'éducation, créé en 1925 à Genève comme organisme privé. Il est devenu en 1929 une organisation intergouvernementale et est aujourd'hui une agence spécialisée de l'ONU. Après la Deuxième Guerre mondiale, les agences et organisations internationales, intergouvernementales ou supranationales intéressées de manière exclusive ou non à l'éducation se sont multipliées. La Banque mondiale a été créée en 1944, l'UNESCO en 1945, l'UNICEF en 1946, la Commission européenne en 1957, l'OCDE a été créée en 1960 et s'est préoccupée des éducation surtout à partir de 1968. Ces organisations ont des statuts divers. La Commission européenne est un organisme supranational, le BIE est une agence de l'UNESCO, l'UNESCO et l'UNICEF sont des agences des Nations Unies, la Banque mondiale et l'OCDE sont des organismes internationaux. Leur statut balise les actions que chacune peut avoir dans un cadre international. Chacune a ainsi des missions particulières dont elle ne peut sortir.
La Banque mondiale et l'OCDE ont des préoccupations avant tout économiques et leurs interventions dans le domaine de l'éducation sont centrées sur les compétences des élèves et la formation du capital humain. L'UNESCO vise l'échange entre les cultures, la paix et l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants du monde. L'OMS a un mandat large au service de l'enjeu de la santé globale. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, IFRC, a pour vocation d'intervenir en cas de crise humanitaire et sanitaire, y compris alimentaire. Chaque organisation a une histoire en matière d'éducation et a mis au point des instruments d'action publique pour agir dans cette matière. L'évolution de l'action de ces organisations internationales en éducation a été largement étudiée par la communauté scientifique, Charlier 2003, Cusso 2003, Morel 2010, Nick 2003. On peut en rappeler les quelques éléments suivants. L'UNESCO a été la première organisation internationale à recueillir et traiter dès 1946 des statistiques mondiales sur l'éducation, et à produire des textes dont elle attendait qu'ils aient des effets sur les systèmes éducatifs de l'ensemble des pays du monde. Elle a très tôt voulu diffuser une culture mondiale d'éducation, Morel 2010. Son projet d'offrir une possibilité d'instruction à tous a éveillé son intérêt dès les années 1950 pour les machines à apprendre, développé par Skinner en 1954, puis pour l'enseignement assisté par ordinateur. Dans les années 1980, elle a été fortement critiquée, notamment par les USA pour son orientation tiers-mondiste, Cusso 2003. À la suite de la publication du rapport à Nations at Risk en 1983, les USA ont retiré leur soutien à l'UNESCO et ont demandé à l'OCDE de mettre au point des outils de comparaison internationale des performances des systèmes éducatifs, ce qui fut fait avec l'apparition du programme PISA en 1997. Critiquée, l'UNESCO a perdu son monopole dans la production des statistiques mondiales de l'éducation, dont la Banque mondiale a pris un contrôle qu'aucune organisation n'est en mesure de lui disputer, Cusso 2003. Elle a donc été contrainte de réorienter ses politiques et a commencé à collaborer avec la Banque mondiale et l'OCDE, attentive à la mesure et à l'amélioration des performances des systèmes éducatifs, dans une perspective qui envisage le développement social et culturel comme le corollaire du développement économique plus que comme un objectif à poursuivre pour lui-même. Ces collaborations ont amené l'UNESCO à accorder moins d'importance aux dimensions historiques et politiques de l'enseignement, pour privilégier une approche qu'il envisage d'abord comme un facteur de régulation sociale, Charlier et Crochet 2017. Dans les années 1990, le projet est apparu de diffuser une culture mondiale unique, centrée sur les savoirs scientifiques et techniques rapidement opérationnalisables, Charlier et Crochet 2017. Il s'est accompagné de la mise en place d'une gouvernance mondiale, dans laquelle la place des États a été transformée par l'apparition de nouvelles formes de pilotage, telles que celle amenée par la méthode ouverte de coordination, Charlier 2003, et de nouveaux acteurs, Morel 2010. La Banque mondiale a commencé à peser sur la définition des politiques éducatives des pays dits en développement de façon plus significative que l'UNESCO ou l'UNICEF, progressivement ralliée à ces options, Altinoc 2005, Nick 2003, par conviction ou par réalisme. La Banque mondiale a développé une vision clairement néolibérale de l'éducation, qui lui a valu d'être souvent accusée de peu se soucier de considérations pédagogiques et socioculturelles, Clé 2003. Parmi ces actions, les programmes d'ajustement structurel ont été un outil puissant de changement qui a conduit beaucoup de pays africains à réformer leur enseignement, Lange 2003. Ils ont fait converger les discours et ont amené une diversification de l'offre scolaire, par la reconnaissance d'opérateurs privés. Plus qu'aucune autre organisation internationale, la Banque mondiale a par ailleurs promu l'utilisation des TIS qu'elle a présenté comme un outil de développement et de lutte contre la pauvreté en Afrique, Traoré 2006. En 1990, le Programme d'éducation pour tous, EPT, a été adopté à Jomtien à l'initiative de l'UNESCO au cours d'une conférence mondiale qui a rassemblé 155 pays et 150 organisations gouvernementales et non gouvernementales. Pour réussir l'EPT, les participants à la conférence ont préconisé des partenariats entre l'État et les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les collectivités locales, les groupes religieux et les familles.
UNESCO 1990/12, ce qui a contribué à modifier la définition de l'éducation en la dégageant de son enfermement dans l'école formelle. Rapidement, l'évolution des statistiques a laissé prévoir que l'objectif de scolariser 100% des enfants en 2000 ne serait pas atteint à cause de la pauvreté des pays dont les taux de scolarisation étaient les plus bas. Le projet d'EPT a dès lors fait l'objet d'un forum mondial qui s'est tenu en 2000 à Dakar, et au cours duquel le cadre d'action de Dakar a été adopté. Depuis Dakar, même si l'enseignement reste une compétence nationale, la responsabilité de garantir que les moyens permettant aux pays les plus pauvres de réaliser la scolarisation universelle revient désormais à la communauté internationale. Le dernier en date des grands textes internationaux qui concernent l'éducation est celui des Objectifs du développement durable, ODD, adopté en 2015 à New York. Parmi ces ODD, l'un d'eux est exclusivement centré sur l'enseignement, c'est l'ODD 4 qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. United Nations 2015/14. L'ODD 4 a confirmé l'élargissement opéré par l'EPT, puisque le nouvel agenda pour 2030 intègre les différentes modalités d'apprentissage et affirme l'impérative nécessité de porter une attention aux enseignements non formels et privés. La nouvelle stratégie mondiale accorde par ailleurs une grande attention à l'éducation des publics dits fragilisés, handicapés, peuples indigènes et migrants notamment, et ambitionne que pour 2030 tous les enfants aient pu bénéficier d'un enseignement primaire et secondaire conduisant à des learning outcomes pertinents et efficaces. 3. Les discours et réalisations des OI en temps de Covid-19. Les OI ont alerté sur les effets directs et indirects que la Covid-19 risquait d'avoir sur les systèmes éducatifs, notamment dans les pays en développement. Comme lors d'autres crises, et notamment celle due à l'épidémie à virus Ebola 2014 à 2016 en Afrique, elles se sont tenues, à un strict respect des positions des gouvernements nationaux et locaux au nom du principe de souveraineté, Micheletti 2019/68. Cette section porte sur les discours et les réalisations des OI qui contribuent de façon significative à la production de la doxa mondiale sur l'éducation. 3. La Banque mondiale et les pertes d'apprentissage de ses pays clients. Dans ses discours sur les effets de la Covid-19 dans les pays pauvres ou en voie de développement, la Banque mondiale souligne les difficultés rencontrées par la majorité des familles confrontées à la nécessité de faire suivre un enseignement en ligne, quand il est dispensé, à leurs enfants pendant le confinement, pas de connexion Internet stable, voire pas de connexion du tout, pas d'ordinateur portable, etc. Elle estime que ces modalités d'éducation inhabituelles qui se prolongent pendant des mois peuvent avoir un impact négatif considérable sur les compétences et les perspectives économiques des jeunes pour le reste de leur vie. Banque mondiale 2021 par 4. La pandémie a provoqué la pire crise de l'éducation et des apprentissages depuis un siècle, et ses conséquences sur le capital humain de toute une génération d'élèves risquent de perdurer. ID par 7. Fidèle à sa doctrine qui postule que l'émulation entre les pays est un puissant incitant au progrès, et qu'elle peut utilement être alimentée par les comparaisons internationales, la Banque mondiale cible les pertes en termes de compétences et de capital humain. Sur son site web dédié à la Covid-19, elle redirige le lecteur vers un de ses blogs intitulé What PISA for Development Results Tell Us About Education Access and Learning Levels in Developing Countries, dans lequel elle montre que les difficultés qui ont été mises en évidence par l'étude PISAD, PISA pour les pays en développement, de 2018 se sont accrues avec la Covid-19, Saavedra et Clark 2020. Le directeur général du groupe Education Global Practices de la Banque mondiale, Jem Saavedra, souligne sur le blog qu'une nouvelle approche est nécessaire qui prenne en considération les 5 piliers interreliés pour un bon fonctionnement des systèmes éducatifs: les apprenants, les enseignants, les ressources d'apprentissage, les écoles et le management des systèmes. À ses yeux, des investissements et des réformes sont nécessaires dans chacun de ces piliers pour poser les fondations des apprentissages futurs. Sans surprise, la Banque mondiale porte son attention aux conséquences économiques de la Covid-19 en montrant comment les difficultés que connaissent les systèmes éducatifs se combinent avec d'autres problèmes pour produire des effets négatifs.
À ce choc mondial sur les systèmes éducatifs s'ajoutent les effets négatifs d'une contraction économique généralisée et sans précédent. Non seulement elle pèse sur les revenus des familles et augmente le risque de déscolarisation, mais elle limite aussi les ressources budgétaires des pays et entraîne des tensions sur les dépenses publiques en faveur de l'éducation. La fermeture prolongée des écoles combinée à ce ralentissement économique constitue donc un double choc inédit pour le secteur de l'éducation. Banque mondiale 2021 par 9. Pour faire face à l'épidémie, dès début 2020, les équipes de la Banque mondiale spécialisées dans l'éducation ont soutenu les pays selon une approche en 3 phases: adaptation, gestion de la continuité, amélioration et accélération. Elles ont aussi fourni un soutien consultatif rapide à 65 pays et se sont appuyées sur des partenariats avec l'UNICEF, le DFID, Department for International Development, l'Université de Harvard, l'Université d'Oxford, l'Université Johns Hopkins, l'OCDE et l'UNESCO pour accompagner les réponses nationales. La Banque mondiale a ainsi aidé ceux qu'elle appelle ses pays clients, en leur fournissant des outils et des orientations en matière de téléenseignement et de réouverture des écoles. Ressources d'aide à la prise de décision sur les formules d'apprentissage à distance. Solutions pour l'évaluation de l'efficacité de ces modalités d'apprentissage. Diffusion de supports de lecture dans les foyers. Analyse qualitative des pratiques pédagogiques en classe afin de fournir un soutien continu et adapté aux enseignants. Recherche et développement de solutions de perfectionnement professionnel pour les enseignants à l'aide des technologies de l'éducation et établissement des apostrophes. Un catalogue de plans de cours structurés et recours à divers moyens de communication pour l'enseignement à distance. Télévision, radio, téléphonie mobile, contenu numérique et plateformes. Banque mondiale 2021. Relevant que la pandémie risquait de réduire l'offre et la demande d'éducation dans certains pays, la Banque mondiale 2020 a établi une nouvelle approche dans son rapport Reimagining Human Connection, Technology and Innovation in Education at the World Bank. Cette approche repose sur l'usage des technologies de l'éducation ou EdTech et fait référence aux matériels, logiciels, contenus numériques, données et systèmes d'information pour enrichir l'enseignement et l'apprentissage et améliorer la gestion et la prestation des services éducatifs. En ce sens, la Banque mondiale a poursuivi la politique qu'elle avait initiée une vingtaine d'années auparavant et qui visait l'introduction des TIC dans l'enseignement. 3. De l'OCDE et l'effet d'hystérèse en éducation. L'OCDE relève que la crise de la Covid-19 a conduit 188 pays à fermer leurs écoles, perturbant le processus d'apprentissage de plus de 1,7 milliard d'enfants et de jeunes. Comme la Banque mondiale, elle met d'abord en évidence les pertes d'apprentissage occasionnées par la pandémie et estime que les gouvernements devraient s'attacher principalement à lutter contre le décrochage des élèves pour éviter un effet d'hystérèse dans l'enseignement. OCDE 2020A, 3. Pour l'OCDE, dans le domaine de l'éducation, l'hystérèse désigne les répercussions à long terme de la fermeture des écoles sur les résultats des élèves, IBIDEM, puisqu'en l'absence d'une scolarité traditionnelle, le niveau d'apprentissage des élèves pourrait ne pas correspondre à celui qu'un enseignement en présentiel aurait permis d'atteindre, IBIDEM. Elle ajoute que l'effet d'hystérèse induit par la fermeture des écoles pourrait se manifester davantage parmi les élèves issus de milieux moins favorisés, IBIDEM. Fidèle à sa politique de mesure des apprentissages, l'OCDE a souligné qu'au-delà des différents calendriers de réouverture qui traduisent des volontés nationales et des contextes propres, tous les pays s'accordent sur le fait qu'il convient d'analyser et d'évaluer les conséquences de la fermeture des écoles. Tous sont favorables à ce que la perte d'apprentissage causée par la fermeture des écoles soit mesurée. IBIDEM. Une enquête internationale menée par l'OCDE et l'Université de Harvard a conclu que, rien que pour 2020, la fermeture des écoles serait à l'origine d'une perte d'instruction estimée à au moins 2 mois pour la moitié des élèves des écoles primaires et de l'enseignement secondaire. Reimers et Schleicher 2020 par 3. Si pendant l'épidémie, des solutions d'apprentissage à distance, classes virtuelles, émissions de télévision et de radio, apprentissage assisté par ordinateur, ont été mises en œuvre afin de maintenir un lien entre les écoles et les apprenants,
les répercussions globales sur l'apprentissage sont encore méconnues. L'OCDE a estimé qu'il était urgent de recueillir des données détaillées afin de dresser un tableau exact des élèves qui ont décroché de l'école ou abandonné les apprentissages pendant la fermeture des établissements, de concevoir des moyens spécifiques pour que ces élèves reprennent le chemin de l'école, et de mener une évaluation diagnostique pour recenser leurs besoins en matière d'apprentissage. OCDE de 020 à 5. Pour mesurer les pertes d'apprentissage, l'OCDE entend s'appuyer sur son programme de suivi des acquis des élèves, PISA, avec lequel elle a commencé à élaborer dès 2020, un module spécifique sous forme de questionnaire afin de réunir un ensemble de données comparatives permettant d'attester des effets de la crise en matière d'enseignement dans différents pays. OCDE 2020 à 5. Elle a alors prévu que la première enquête PISA post-pandémie aurait lieu en 2021 et comprendrait un module with question to students on their learning experience during this crisis. OECD 2020b, 1. Ce module entendait répondre à deux questions principales. Comment les élèves ont-ils passé leur temps durant la fermeture des écoles? Et quel type de support ont-ils reçu de leur école et de leurs parents durant la fermeture? L'objectif de l'OCDE était de renforcer la préparation des systèmes éducatifs à faire face à d'autres crises futures. 3. L'UNESCO attentive à l'éducation des plus vulnérables et des défavorisés. Depuis le début de l'épidémie, l'UNESCO s'est montrée attentive au sort des élèves touchés par la fermeture totale ou partielle de leurs écoles et surtout à celui de plus de 100 millions d'enfants qui n'atteindront pas le niveau minimum de compétences en lecture en raison de la crise. Elle a soutenu les pays dans leurs efforts pour atténuer l'impact immédiat des fermetures d'écoles, en portant une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Son engagement en faveur de l'éducation pour tous a conduit l'UNESCO à s'efforcer de faciliter la continuité de la scolarité grâce à l'apprentissage à distance. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné à plusieurs reprises et notamment en mars 2021 que face à une crise prolongée, nous devons redoubler de mobilisation et cibler les bonnes priorités, celles qui nous permettront de faire véritablement de l'éducation un bien commun, un droit fondamental. Le premier de nos principes est que l'école est irremplaçable, comme l'a montré la pandémie. Le deuxième est que nous avons plus que jamais besoin de systèmes scolaires résilients et innovants pour faire face aux chocs actuels et futurs. Le troisième est qu'aucun écran ne pourra jamais remplacer un enseignant. UNESCO de 021 à, par 3. Afin de soutenir l'effort de continuité pédagogique, dès 2020, l'UNESCO a suscité la Coalition mondiale pour l'éducation, une plateforme de collaboration et d'échange qui rassemble 175 membres dont 160 pays, des Nations Unies, du monde universitaire et privé mobilisés autour de 3 thèmes: égalité des genres, connectivité et formation des enseignants. Le travail de cette coalition et les partenariats qu'elle a établis pour soutenir les apprenants, les enseignants et les décideurs politiques a été évalué lors de la réunion ministérielle de haut niveau que l'UNESCO a organisée le 29 mars 2021, au cours de laquelle il a été souligné que la reprise de l'enseignement était une priorité essentielle pour éviter une catastrophe générationnelle. Cette rencontre a été suivie de l'organisation, le 30 mars 2021, d'une réunion des ministres de l'éducation de 85 pays, dont la majorité de pays en développement, qui entendait faire le point sur la continuité pédagogique et la vaccination des enseignants, UNESCO 2021 à. Le message maintes fois tenu par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y a été rappelé. Sans un accès universel à l'éducation et aux services de santé, les inégalités qui se sont encore creusées pendant la pandémie continueront de se creuser. L'OMS reconnaît le rôle central que jouent les écoles dans la préservation de la santé et du bien-être des élèves. Idée par 10. Ces rencontres ont débouché en avril 2021 sur la présentation du plan Mission « Rétablir l'éducation en 2021 », UNESCO-UNICEF Banque mondiale 2021, dans lequel l'UNESCO, en collaboration avec l'UNICEF et la Banque mondiale, ont annoncé qu'il était impératif d'éteindre l'incendie. L'apprentissage des enfants a énormément souffert.
Et comme le secteur de l'éducation fournit également des services sanitaires, nutritionnels et psychosociaux, le bien-être général des enfants a connu un recul considérable. Leur rétablissement doit commencer sans tarder. Idée par 2. La mission conjointe que ces OI se donnent est axée sur 3 priorités. Ramener tous les enfants à l'école, rattraper les retards d'apprentissage et préparer et soutenir les enseignants. Les 3 organismes multilatéraux entendent agir de concert et apporter un soutien plus direct au pays. Ils ont convenu que les progrès accomplis dans la réalisation de chacune de ces 3 priorités seront évalués début 2022, à l'aide d'indicateurs établis grâce aux données recueillies par l'enquête UNESCO-UNICEF Banque mondiale sur les réponses nationales du secteur de l'éducation face à la fermeture des établissements scolaires liés à la Covid-19 et le Covid-19 Global Education Recovery Tracker, un nouvel outil développé en partenariat par l'initiative School Plus de L', Université Johns Hopkins, l'UNICEF et la Banque mondiale, qui vise à suivre les efforts consentis pour ouvrir les écoles et planifier la reprise dans plus de 200 pays. L'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale collaborent depuis plus de 2 décennies dans le cadre du GPE, Global Partnership in Education, une stratégie mise en place par ces organismes et d'autres donateurs qui travaillent de concert pour développer l'éducation à travers le monde. C'est dans le cadre de ce GPE que les 3 organisations ont travaillé ensemble à la riposte à la pandémie de Covid-19, le GPE étant chargé d'aider les pays en développement à atténuer les effets des fermetures d'écoles sur les enfants les plus vulnérables et à renforcer la résilience des systèmes éducatifs. GPE 2021. 87 pays ont reçu des financements pour la planification de leur riposte à la Covid-19, pour un montant de plus de 500 millions de dollars. 3-4 L'UNICEF préoccupé par la santé des enfants. L'UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, intervient dans plus de 190 pays et territoires pour venir en aide aux enfants et adolescents les plus défavorisés. Durant l'épidémie, elle a concentré son action sur le bien-être des enfants des pays en développement. Elle souligne que 463 millions d'enfants n'ont pas l'accès à distance et que un enfant sur 3 dans le monde ne peut plus suivre les cours à distance, et cela tant que son école restera fermée. En effet, de nombreux enfants n'ont pas accès à Internet, ne possèdent ni télévision ni radio, manquent de livres scolaires et n'ont personne qui puisse les aider à faire leurs devoirs. De ce fait, leurs difficultés d'apprentissage s'aggravent de jour en jour. UNICEF SD par 4. À ces problèmes, l'UNICEF ajoute que 4 millions d'enfants ne reçoivent plus de repas quotidiens puisque pour des millions d'enfants, le repas scolaire est le seul repas de la journée. Maintenant que les écoles sont fermées, ce repas a disparu. Comme ces enfants vivent souvent déjà dans la pauvreté, le risque de malnutrition est élevé, ID, par 5. Ainsi, 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans risquent de mourir à cause de la Covid-19. Avant la pandémie de Covid-19, un enfant sur 5 de moins de 5 ans mourait de causes évitables. En raison de l'impact de la Covid-19 sur les soins de santé et de la malnutrition croissante, nous estimons que 6 000 enfants supplémentaires pourraient fort bien mourir chaque jour au cours des 6 prochains mois. En conséquence, près d'une décennie de progrès pour réduire la mortalité infantile risque d'être perdue. ID par 6. L'UNICEF a concentré son action sur la diffusion de messages de prévention, sur la formation de personnel médical pour vacciner les enfants, sur la récolte de dons d'organismes privés et de particuliers. Elle a par ailleurs élargi ses programmes intitulés WASH qui visent l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène. Dans de nombreux pays en développement, les équipes de l'UNICEF ont parcouru les villages, les écoles et les camps de réfugiés pour y effectuer des démonstrations sur le lavage des mains et y distribuer du savon et des kits d'hygiène. Depuis le début de la pandémie, elle annonce avoir fourni du savon, de l'eau potable et du gel hydroalcoolique à 63,5 millions de personnes UNICEF SD. En éducation, l'UNICEF a favorisé la mise en place de programmes innovants pour faciliter l'apprentissage à la maison. Elle a voulu développer des alternatives pour permettre aux enfants de continuer l'école depuis leur domicile. Par exemple, au Rwanda, pays auquel 2 des chapitres de ce livre sont consacrés,
des programmes éducatifs ont été conçus pour la radio afin de permettre aux élèves privés d'accès aux technologies reposant sur Internet de poursuivre leur apprentissage. Autre exemple, en Côte d'Ivoire, pays dont l'analyse des dispositifs d'enseignement en temps de Covid-19 fait l'objet d'un autre chapitre de cet ouvrage, l'UNICEF a travaillé avec le ministère de l'Éducation au programme L'école à la maison qui visait à diffuser sur les chaînes nationales de télévision les cours préparés par les enseignants à l'intention de leurs élèves, UNICEF SD. Mais les auteurs des chapitres de cet ouvrage qui concernent le Rwanda et la Côte d'Ivoire montrent que si ces tentatives étaient motivées par les meilleures intentions, elles n'ont pas apporté les résultats escomptés. 3.5 L'OMS et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, IFCR, une attention pour le développement d'une éducation humanitaire. Le développement d'associations privées qui affichent leur projet de venir en aide aux victimes de conflits et de catastrophes naturelles par-delà les frontières, au nom d'une morale humanitaire universelle, s'est accéléré après la chute du mur de Berlin. Un dispositif humanitaire international s'est institutionnalisé à partir des années 1990, dans lequel interagissent des pays donateurs, comme les USA et ceux de l'Union européenne, des agences opérationnelles des Nations Unies, qui ont créé en 1994 l'Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, de grandes ONG et la Croix-Rouge, Barnett et Weiss 2008. L'OMS et l'IFCR font partie de ces organismes qui ont établi régulièrement des accords de coopération lors de crises humanitaires. Durant la pandémie de la Covid-19, ils ont signé conjointement des protocoles d'accord en vue de renforcer leurs relations. Plus importante organisation humanitaire, l'IFCR fait partie de ces organismes qui ont bâti leur légitimité sur leur capacité d'intervention dans des contextes difficiles, au plus près des personnes fragiles, montrant leur agilité et leur faculté à connecter le multilatéralisme aux réalités du terrain. 3/2020/80. L'IFCR s'occupe de la promotion des valeurs humanitaires, de l'organisation des secours en cas de catastrophe et de la préparation aux catastrophes, de l'aide médicale communautaire et du développement des capacités locales. Elle diffuse régulièrement des messages de sensibilisation et d'éducation du public à la réduction des risques de catastrophes. Chaque année, les chocs, les catastrophes et les aléas tels que les tremblements de terre, les inondations, les pandémies et les glissements de terrain entraînent des milliers de décès inévitables. Les informations partagées au bon moment et de manière compréhensible par les sources fiables peuvent sauver d'innombrables vies et contribuer à assurer la sécurité des personnes. IFCRSD 1. En mars 2020, l'IFRC, l'UNICEF et l'OMS ont publié des orientations pour aider les enfants et les écoles à se protéger contre la transmission de la Covid-19 et préserver la sécurité des établissements scolaires. Elles ont également apporté des conseils aux autorités nationales et locales sur les possibilités d'adaptation et de mise en œuvre de plans d'urgence pour les institutions éducatives, IFRC-UNICEF-OMS 2020. Anticipant les fermetures d'établissements scolaires, ces trois organismes ont publié des recommandations pour en atténuer les répercussions négatives sur l'apprentissage et le bien-être des enfants. Pour l'IFRC, l'UNICEF et l'OMS 2020, par 2. Cela implique de disposer de plans solides pour garantir la continuité de l'apprentissage, y compris au travers d'options d'enseignement à distance, telles que des stratégies d'éducation en ligne et la diffusion radiophonique de contenus pédagogiques, et pour veiller à préserver l'accès aux services essentiels pour tous les enfants. Ces plans doivent également inclure les mesures nécessaires pour ouvrir les établissements en toute sécurité. Les missions de ces trois organismes sont dirigées vers la protection des enfants, leur bien-être et la santé. Leurs communications pendant la pandémie ont donc essentiellement concerné les mesures à prendre pour garantir la santé des enfants dans les établissements scolaires. Leurs orientations sont contenues dans le Interim Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools, UNICEF-WHO-IFRC 2020, dans lequel elles ont indiqué que si les établissements restaient ouverts, il convenait de s'assurer que les enfants et leurs familles étaient constamment protégés et informés. Ainsi, les trois organismes ont appelé à communiquer aux enfants des informations sur les moyens à leur disposition pour se protéger,
promouvoir les meilleures pratiques en matière de lavage des mains et d'hygiène et mettre à disposition des produits d'hygiène, laver et désinfecter les bâtiments scolaires, notamment les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et augmenter la circulation de l'air et la ventilation. Idée par 6. Les trois organismes ont par ailleurs estimé que l'éducation peut encourager les enfants à devenir des défenseurs de la prévention et du contrôle des maladies au domicile, dans les établissements scolaires et au sein des communautés, au travers de discussions avec leurs camarades sur les moyens d'éviter la propagation du virus. La préservation du fonctionnement sûr des établissements scolaires ou leur réouverture après une période de fermeture impose de prendre en compte un grand nombre d'éléments qui, s'ils sont correctement exécutés, peuvent promouvoir la santé publique. Idée par 4. Pour développer leurs recommandations et actions en temps de Covid-19, l'UNICEF, l'OMC et l'IFRC ont pris appui sur les lignes directrices sur la protection des écoles, appliquées en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone lors de l'épidémie du virus Ebola entre 2014 et 2016, qui ont contribué à éviter des transmissions de la maladie dans les écoles. Rappelant l'objectif de développement durable 4 qui concerne spécifiquement l'éducation, l'UNICEF, l'OMC et l'IFRC, UNICEF-WHO IFRC 2020, ont souligné que l'education setting should continue to be welcoming, respectful, inclusive and supportive environment to all. Tout comme l'UNICEF, l'IFRC estime que l'éducation est un droit humain fondamental et un service public essentiel. La FICR et ses sociétés nationales, acronyme IFRC dans le monde entier, s'efforcent de faire en sorte que tous les individus aient un accès sûr et équitable à une éducation inclusive et de qualité, IFRC SD2, par 1. Il souligne que lorsque les gens n'ont pas accès à une éducation de qualité ou lorsque leur apprentissage est perturbé par des catastrophes et des crises, cela peut avoir un impact dramatique sur leur bien-être physique et mental, affectant les perspectives de vie de générations entières. Idée par 4. Dans cette perspective, avec l'UNICEF, l'IFRC a appelé les établissements scolaires à être ouverts et à apporter aux élèves le maximum de soutien. Ils ont été chargés de communiquer aux enfants des informations vitales sur le lavage des mains et sur d'autres mesures qui leur permettront de se protéger et de protéger leur famille, apporter un soutien en matière de santé mentale, et aider à éviter toute stigmatisation et discrimination. Ils doivent pour cela encourager les élèves à faire preuve de gentillesse les uns envers les autres, et à éviter les stéréotypes lorsqu'ils parlent du virus. IFRC UNICEF-OMS 2020, par 6. Les OI qui s'intéressent à l'éducation sont des institutions discursives, i.e. des institutions de discours, des dispositifs de production verbale institutionnalisés, qui produisent des discours qui sont à la fois leurs produits et la condition de leur identité, Magno 2002, par 15. Malgré l'épidémie due à la Covid-19 et face au contexte de crise qui appelait des actions urgentes, les organisations internationales qui ont produit des discours sur l'éducation n'ont pas banni leurs arguments strictement politiques et idéologiques. Quelles que soient les circonstances, le discours de chacune est le produit de son histoire, de son statut et de ses intérêts. Pour la Banque mondiale et l'OCDE, la conséquence la plus problématique de la pandémie concernait le développement du capital humain. Ils ont donc voulu étudier les effets de la Covid-19 en termes d'apprentissage à l'échelon national en mettant au point de nouveaux outils d'action publique. L'éducation de tous les enfants du monde a été au centre des préoccupations de l'UNESCO, et ces actions ont ciblé les pays et communautés les plus vulnérables et les plus défavorisés. L'UNICEF, l'OMS et l'IFRC ont produit des discours et développé des actions en vue de promouvoir une éducation humanitaire. 4. L'incapacité des OI de structurer des réactions efficaces à l'épidémie. La santé est devenue, au fil de la mondialisation, un sujet de politique étrangère, de sécurité internationale, de gouvernance mondiale. Elle n'est qu'un terrain parmi ceux que les puissances utilisent pour gagner en influence, en prestige, en pouvoir. Kerouédan et Brunet-Jailly 2016. En temps de crise humanitaire, les organisations internationales tentent bien sûr de développer des actions pour résoudre les problèmes causés par les crises,
mais elles tentent aussi de se développer institutionnellement et d'accroître leur pouvoir d'action. L'épidémie a ainsi conduit à la formation d'alliances instables entre des acteurs nationaux, politiques et militaires, et des acteurs humanitaires internationaux qui ont dû s'accorder autour d'un même objectif. Des instruments d'action publique, déploiement d'une communauté d'experts, production de chiffres comparés à des standards, travail médiatique, ont été mis en œuvre pour que les effets de la crise puissent être étudiés. Les crises sont généralement vues comme des menaces, un danger et une source d'angoisse devant des risques divers, économiques, sanitaires ou sociaux. Lors des crises, les règles, normes et critères de décision et d'action sont remis en question et peuvent même devenir obsolètes. Casadella et Cole. 2021. Des périodes de ce genre appellent les acteurs à imaginer de nouvelles approches. Les crises ouvrent des opportunités. Elles peuvent être des sources de changement, de transformation ou de renouveau, permettant l'adaptation des stratégies à la conjoncture nouvelle, ibidem. Il faut toutefois constater que la crise déclenchée par la Covid-19 n'a pas produit pareils effets sur les OI. Il semble qu'elles ont été incapables de se renouveler et de structurer des réactions adaptées aux difficultés de l'heure. Très vite après le déclenchement de la pandémie et le constat qu'il serait indispensable de fermer les écoles pendant une période d'une longueur impossible à anticiper, toutes les OI ont prôné l'usage massif des TIS pour assurer la continuité éducative. En cette matière, leur message avait une portée universelle et c'est peu embarrassé d'évaluer la faisabilité de cette solution en fonction des équipements disponibles dans les pays et les régions. Les OI n'ont fait que recycler quelques-uns des arguments qu'elles utilisent en faveur des technologies éducatives, certaines depuis les années 1950, d'autres depuis moins longtemps. En caricaturant à peine, on pourrait dire que la solution existait avant le problème, et que l'arrivée de celui-ci n'a fait que fournir un peu plus de crédibilité apparente à cette solution. Cela étant, l'accord sur la solution n'a pas permis aux OI de se coordonner et structurer des réactions efficaces, en supposant que la voie des TIS était la plus opportune, ce qui reste à prouver. Quoi qu'il en soit, les initiatives de l'UNICEF qui ont visé à mettre en place un enseignement à distance, en s'appuyant notamment de façon très réaliste d'un point de vue technique sur la radio, qui est l'appareil à communiquer le plus répandu et le moins coûteux, ont été insuffisantes, voire inefficaces, comme les études de cas sur le Rwanda et la Côte d'Ivoire publiées dans ce livre l'ont montré. Sans nier toutes les actions de terrain de petite envergure et de grande efficacité qu'elles ont soutenues sur le terrain, il faut admettre que les organisations internationales ont surtout produit des discours durant l'épidémie de Covid-19. Un discours a pour but de créer les conditions pour installer une idéologie, représentation collective, concernant le changement ou le maintien d'une réalité humaine à un moment donné, ou d'une certaine forme de pouvoir et d'organisation de la cité, Dorna et Georget 2007, par 2. On peut donc supposer que quand les OI mettent tout le poids de leur légitimité dans un discours, elles s'attendent à ce qu'il ait des effets décisifs sur les comportements et les politiques, ce qui n'a pas nécessairement été le cas, comme les 4 points présentés ci-après le montrent. Premièrement, durant l'épidémie, même si les OI ont récolté des fonds pour aider certains pays en développement, notamment pour garantir la continuité de l'éducation, les montants récoltés sont restés dérisoires par rapport aux besoins. L'essentiel des moyens pour lutter contre le virus a été dégagé des budgets nationaux. L'importance de la dimension territoriale de la crise a été soulignée par l'OCDE, 2020b, qui a montré que plus des 2/3 de ses pays membres ont adopté des mesures pour soutenir les finances des administrations infranationales et qu'ils ont assoupli les règles budgétaires.
Deuxièmement, les discours des OI qui ont alerté sur la Covid-19 et expliqué comment s'en prémunir n'ont pas empêché les théories du complot de prospérer non seulement dans les pays en développement, comme plusieurs chapitres de cet ouvrage le montrent, mais également dans les pays techniquement les plus avancés. Cette prolifération d'informations non fondées et pour la plupart mensongères a été vue comme une pandémie parallèle de MES information et de rumeurs dangereuses. UNESCO 2020, ce qui a conduit l'UNESCO à mettre au point et à diffuser une série de ressources visuelles d'apprentissage par lesquelles elle entendait sensibiliser le public à l'existence et aux conséquences des théories du complot liées à l'épidémie de la Covid-19. L'autorité de l'UNESCO n'a pas éteint les foyers de diffusion de rumeurs dangereuses. Troisièmement, l'ONU a été incapable de réguler les compétitions entre pays producteurs de vaccins et de favoriser une réelle solidarité mondiale entre pays riches et pauvres dans les campagnes de vaccination. En 2021, elle a lancé le programme COVAX qui vise à mettre d'ici fin 2021 2 milliards de doses de vaccins contre le virus de la Covid-19 à la disposition de tous les pays du monde et ce indépendamment de leur richesse, l'objectif étant de lutter contre le nationalisme vaccinal, ONU 2021. En attendant, les pays riches se sont servis les premiers et la carte des taux nationaux et régionaux de vaccination reproduit celle des niveaux de richesse. Quatrièmement, dans le domaine de l'éducation, en mars 2020, un appel a été lancé par l'International Task Force on Teachers for Education 2030, une structure mise en place en 2008 qui regroupe des pays, des OI, dont celle dont il est question dans cet article, et des ONG, pour que les enseignants soient soutenus et protégés durant l'épidémie. Cet appel a été réitéré en octobre 2020, puis le 14 décembre 2020 lorsque l'UNESCO et le Syndicat mondial pour l'éducation, International Education, ont demandé que les enseignants soient considérés comme un groupe prioritaire dans les plans nationaux de vaccination afin de leur assurer un retour à École en toute sécurité, UNESCO 2021b, puis le 15 décembre 2020 lorsque l'UNICEF a demandé que les enseignants soient vaccinés en même temps que les personnels de santé, UNICEF 2020. Ces appels ont peu été entendus et suivis. Une étude menée par l'UNESCO et l'International Task Force on Teachers for Education 2030 sur la vaccination des enseignants, ainsi que des données collectées par l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale dans leur enquête sur les réponses nationales en éducation face à la Covid-19 montrent que 72% des pays, 164 sur 204, ont inclus les enseignants dans les groupes prioritaires. Mais seulement 19 pays, environ 10% des pays du monde, ont intégré les enseignants dans le premier groupe prioritaire. On y retrouve le Qatar, les Émirats arabes, des pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan et Tadjikistan, le Cambodge, le Rwanda et l'Ouganda. Les enseignants n'ont pas été intégrés au groupe prioritaire dans 28% des pays, 59 sur 204, dans lesquels ils ont été vaccinés en respectant les critères nationaux, âge, santé, etc., comme ce fut le cas dans un pays sur deux en Afrique subsaharienne, UNESCO 2021b. Conclusion. Durant 2 années, l'épidémie de Covid-19 a bouleversé les projets des OI, elle a en particulier freiné la réalisation des objectifs de développement durable. La crise provoquée par l'épidémie a aussi conduit à des repositionnements politiques, elle a donné aux OI l'occasion de réitérer leurs objectifs et d'étendre encore leur capacité d'intervention dans l'éducation, qui est une compétence nationale. L'épidémie leur a ouvert une fenêtre d'opportunité pour leur développement institutionnel, Debre et Dijkstra 2021, et l'extension de leur domaine d'activité et de leurs instruments d'action publique. Dans le contexte de crise qui appelait la mise en place d'actions urgentes, les OI ne sont toutefois pas parvenus à structurer leurs actions et à développer des réponses efficaces pour lutter contre les effets néfastes qu'a entraîné l'épidémie aussi bien à court qu'à moyen terme. Elles ont aussi été peu suivies par des pays ou des groupes de pays, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines. En éducation, les réponses et actions suggérées, qui reposent sur l'usage universel des TIS, se sont avérées peu adaptées aux réalités des terrains. La suggestion d'utiliser les TIS pour assurer la continuité de l'éducation ne pouvait trouver un écho favorable que dans les pays, certains pays d'Europe et d'Amérique du Nord,
qui disposaient d'une assise technologique suffisante et dans lesquelles les moyens économiques des écoles et des parents d'élèves leur permettaient de faire face à la nécessité soudaine d'utiliser le réseau Internet et du matériel informatique pour délivrer ou suivre des enseignements. Dans les pays d'Afrique, comme plusieurs chapitres de cet ouvrage le mettent en évidence, le faible développement technologique combiné à l'absence de matériel informatique dans les écoles et dans les familles a fait que l'usage des TIS n'a pas produit les effets escomptés. Bibliographie. ALTINOKN 2005, La Banque mondiale et l'éducation en Afrique subsaharienne. Analyse normative du meilleur système éducatif, Dijon, IREDU. Banque mondiale, 2020. Reimagining Human Connection, Technology and Innovation in Education at the World Bank. https://www.worldbank.org/topic/edutech/publication reimagining-human-connection-technology-in-innovation-at-world-bank. Banque mondiale, 2021. Face aux conséquences de la Covid-19 sur l'éducation, il faut agir vite et efficacement. https://banquemondiale.org/urge-story/2020/0 Barnett Monsieur Esperluette WTISSTG 2008. Humanitarianism, A Brief History of the Present, in Monsieur Barnett et WEISSTG. Ed. Humanitarianism in Question, Politics Power Ethics Ithaca Cornell University Press. Carvalho S., Herzès Esperluette Mundika, 2021. A War International Donor Responding to Education Needs During the COVID Pandemic. https://www.cgdev.org/blog/out-artirer-international-donors-responding-needs-during-covid-pandemic. CASADELLAV, SILEMA Esperluette SZOSTAKB DIR. 2021 Crise pandémique, crise globale. Réalité et controverses théoriques, marché et organisation. Revue d'analyse stratégique, 41. Charlier J. Dir, 2003, L'influence des organisations internationales sur les politiques d'éducation. Éducation et société, 12. Charlier J. Esperluette Crochet S., 2017, Résistance, esquive, ruse et RE appropriation. Jeu de dupes et production collective de la doxa en éducation. Éducation et société, 39, 119 à 135. Cusso R. 2003, Les statistiques de l'éducation de l'UNESCO, Restructuration et changement politique, éducation et société, 12, 57 à 72. Les EBREMJ Esperluette Dijkstra H., 2021, COVID-19 and Policy Responses by International Organizations, Crisis of Liberal International Order or Window of Opportunity, Research Article, https://onlinelibrary.wiley.com/doigt-10.11/101758-58-99.12975. Dorna A. Esperluette Georges P., 2007, Quand le contexte surdétermine le discours politique, le journal des psychologues, 247, 23 à 28. Fouché V. Esperluette Westman F. 2019, La fabrique d'une crise humanitaire. Le cas du conflit entre Boko Haram et le gouvernement nigérian 2010 à 2018. Politique africaine, 156, 143 à 170. Gobin C. Esperluette Deroubé JC 2010. L'analyse du discours des organisations internationales. Un vaste champ encore peu exploré, mots. Les langages du politique, 94, 107 à 114. GPE, 2021. Riposte à la pandémie de Covid-19, https://www.globalpartner-ship.org/fr/covid-19 location-initial-view. IFCR, SD1. Sensibilisation et éducation du public à la réduction des risques de catastrophes.
https://www.ifrc.org/sensibilisation-et-éducation-du-risque-de-catastrophe. IFRC, SD2, Éducation, https://www.ifrc.org/fr/education. IFRC-UNICEF-OMS 2020, Covid-19. L'IFRC, l'UNICEF, l'OMS publient des orientations pour protéger les enfants et permettre le fonctionnement en toute sécurité des établissements scolaires. News and Press Release, Genève, New York, 10 mars 2020. https://www.baroblik-covid-19-el-ifrc-tiré-pour-pro-gère-les-enfants. Kerouédan D. Esperluette BRUNETJAILLY, 2016, Santé mondiale. Enjeux stratégiques et jeux diplomatiques, Paris, Presse de Sciences Po. KLEESSJ, 2008. A Carter-Century of Neoliberal Thinking in Education, Misleading Analysis and Failed Policies, Globalization, Societies and Education, 6 4, 311 am 348. Lange MF 2003. École et mondialisation vers un nouvel ordre scolaire? Cahier d'études africaines, 169 à 170, 143 à 166. Minguenot D. 2002. Les rapports des organisations internationales, un discours constituant, ingériste dire, les mots du pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale. Cahier de l'IUED, 119 à 132. Morel C. 2010. Le rêve d'un gouvernement mondial des années 1920 aux années 1950. L'exemple de l'UNESCO. Histoire-politique-10, en ligne, 9 à 9. Article dont les pages sont numérotées de 1 à 20 dans sa version générée en PDF. Micheletti, 2019, l'épidémie à virus Ebola 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest, la querelle stratégique comme expression de la puissance des acteurs supranationaux, Sciences sociales et santé, volume 37, 67 à 73. Nixé, 2003, globalisation et internationalisation, l'action de la Banque mondiale dans le domaine de l'éducation, Inel Legrand JMIGEOTALVARADO et FMONTACLAIR, dire Enseignement et démocratie. La démocratisation de l'enseignement en France et en Europe, hommage à Louis Legrand, Besançon, presse du Centre UNESCO de Besançon, 287 à 298. OCDE 2020A. Éducation et Covid-19. Les répercussions à long terme de la fermeture des écoles. https://www.baroblik-covid-19-les-répercussions-à-long terme-de-la fermeture des écoles-à-long-terme-de-la-tie-école-7ab43642-baroblik-croisillon-figure-des-1E50. OCDE 2020B. L'impact territorial du Covid-19. Gérer la crise entre niveaux de gouvernement. https://www.oecd.org/covid-covid-19-réel-impact-territorial-du-Covid-19-gérer-la-crise-entre-niveau-de-crise-du-Covid-19 OECD 2020B. PISA 2021 Adjusted Design. https://www.oecd.org/pisa/PISA Products/PISA-2021-Adjusted-Design.pdf. ONU 2021 COVAX. Qu'est-ce que c'est? https://unrc.org/fr/covax-quest-ce-que-cest. Reimers F. Esperluette Schleicher A. 2020. Educational Opportunity During the COVID-19 Pandemic, OECD and Harvard Graduate School of Education Survey. Saavedra J. Esperluette Clark Monsieur, 2020. What PISA for Development Results Tell Us About Education Access and Learning Levels in Developing Countries?
https://blog.worldbank.org/education/what-pisa. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.